Eh bien, au terme de cette deuxième journée, je vois que les participants sont encore en très grande fraîcheur, puisqu'ils n'hésitent pas à s'asseoir dans ces conditions plutôt gymniques, disons-le, ou athlétiques quasiment. Donc, nous allons pouvoir entamer une discussion avec la salle parce qu'il y a certainement depuis hier après-midi pas mal de questions qui se posent ou de suggestions. Et nous aimerions aussi qu'entre les participants, parce qu'il nous a semblé hier qu'il y avait un dialogue qui commençait à s'amorcer à chaque moment de discussion, la discussion entre les participants et la salle est vraiment la bienvenue. Alors, on va peut-être commencer avec quelques questions de la salle et puis après on reviendra vers le centre. Il y a 2 micros qui circulent. Voilà, il y a 2 micros. Merci. Voilà. Première question. Oui, donc je vais avoir plusieurs questions. Donc, à poser à tous les intervenants. Et je reviendrai donc sur une question posée hier au colloque à Pompidou sur à qui s'adresse l'histoire du design graphique. Je voulais revenir parce qu'on a vu des réponses, mais qui étaient pour moi un peu floues ou qui ne m'avaient pas paru assez concluantes. Et donc j'aimerais revenir sur cette question et surtout aussi entamer l'idée de comment dévoiler ou comment même légitimer cette jeune histoire du design graphique. Et j'entends dans jeune, non pas son existence, mais sa visibilité, on va dire, vis-à-vis de nos concitoyens. Pour savoir, est-ce qu'on s'adresse à une niche élitiste de designers qu'on peut retrouver dans la salle, et comment s'adresser, on va dire, à des personnes autres. Et quand je dis concitoyens, c'est bien pour dire s'adresser donc à tout le monde. Et beaucoup d'entre vous ont donné en lien de bonnes références. Et je pense à Eutonera qui a démocratisé, on va dire, l'aspect sur le partage justement universel du design graphique. Je pense à ses travaux en fait aussi de sa femme, Marie Nora, sur des livres mis en place pour les jeunes, They Live Like This, etc. Donc développés de cette manière. On a parlé aussi de Will Burton qui a travaillé sur l'histoire des mathématiques. Donc on a ces références-là qui peuvent aussi commencer à déjà savoir où se forme le citoyen à l'école par la pédagogie. C'est comme ça qu'on va pouvoir peut-être aussi légitimer cette nouvelle histoire, on va dire. Et il me semble important justement de montrer cette histoire et de la faire apprendre dès les jeunes âges. J'ai d'autres références aussi au niveau, que ce soit les travaux de Bruno Munari sur les ateliers tactiles, sur le développement justement de cette pratique du design à l'école. Des travaux aussi d'Herbert Bayer sur son atlas géographique mondial. Donc voilà, dans des choses qui légitiment la pratique du designer dans une actualité, sur le partage, que ce soit des connaissances et de trouver un but pour toucher un maximum de personnes et donc de citoyens. Je pense comme ça à des kits pédagogiques qui sont mis en place ici par le CNAP bientôt. Il y a aussi la web-série Sacré Caractère. Avant de continuer, est-ce qu'il y a une question ? Oui, et la question, donc c'était la question, c'est pour ça en fait j'entame pour expliquer donc la question qui était à qui s'adresse donc l'histoire du design graphique et comment légitimer tout ça. Et je revenais simplement sur ce qui avait déjà été dit et à ce à quoi ça me faisait penser. Désolé. Hi, I'm going to do this in English. Okay, so I think
The problem is with a question like that, we can't lump it all together as one thing. As we've seen in the last few days, how many different graphic design histories have we got going on? We're all coming to it from different angles and doing it with different methods. So each of us has different audiences at different times. I see it like concentric circles. At the middle, you've got this really industrious, amazing scholars producing the pure scholarship, right? And then you've got people working in schools, working with that, but perhaps reaching out a little further. And then you've got the kinds of things that Rick was talking about, the journalists really trying to bridge a gap between the design profession and real people, the general public. But amongst all that, what I see that's new and interesting is one of the guys was here earlier. We talked about this briefly. De Valence doing, B42, the magazine, in a very interpreting graphic design history in a way I think is probably very appealing to young designers today. I would have thought. So concentric circles. That's my answer. Je pense aussi l'histoire du design fait qu'on laisse des traces et qu'il y a une conscience qui peut se créer avec ça. Ça veut dire au moment où on ne documente pas les choses, ils restent invisibles. Et dans ce sens-là, moi je pense l'histoire du design documente aussi le design, les choses qui ont été faites et qui aident à créer une conscience dans des publics variés et qui sert aussi comme référence pour ça. Et on a parlé beaucoup aussi des publications aujourd'hui, justement aussi avec la dernière présentation. Et tout ce matériel, quelque part, elle sert après pour des étudiants, pour des intéressés, mais aussi pour la presse plus large, quelque part. Et il y a des fois, il y a peut-être une trop grande spécialisation, et les anglo-saxons avec ça par exemple sont assez ouverts. Ça veut dire vous avez des publications où il y a chaque semaine il y a une contribution qui parle très explicite pour le design sur plusieurs pages, et ça fait partie aussi de laisser des traces. Ouais, J'aurais quand même une question, peut-être, pour rebondir sur ce que vient de dire André Baldinger. Est-ce que, par exemple, c'est une question qui s'adresserait à tous, mais particulièrement à André Baldinger et à Fred Smigers, parce qu'il me semble qu'il y a quand même des manières très différentes d'envisager l'histoire, c'est-à-dire dans vos pratiques, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas une manière d'envisager l'histoire comme une ressource, c'est-à-dire une possibilité de réactivation, et la question de la réactivation est quand même très particulière dans le cadre du graphisme. Elle ne se pose pas de la même manière pour les archéologues, par exemple, qui n'essayent pas de réactiver le char romain, etc. Et en revanche, l'autre point de vue serait des pratiques contemporaines qui permettent de transformer l'enquête historique. J'étais très frappée en entendant Fred Smigers dire ça, parce que je crois qu'effectivement, il fait des découvertes sur la gravure de caractère au XVIe siècle qui sont absolument impossibles si on n'a pas une pratique de dessinateur de caractère. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un intervalle là, un écart à être interrogé entre des pratiques de réactivation, de réinterprétation, de réinscription d'une certaine continuité des formes d'un côté, et d'autre part, une transformation de l'enquête historique à partir des pratiques contemporaines. Moi, il me semble, en vous écoutant tous, au bout d'une journée et demie, j'ai l'impression qu'il y a quand même là un écart assez significatif, mais je me trompe peut-être. Donc. Moi, je ne suis pas sûr s'il y a vraiment un écart si grand, parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi un résultat de l'histoire. Et après, on peut se référer plus ou moins à cette histoire et on peut le regarder de différents angles. Et c'est peut-être ça qui a après fait la différence, mais on se nourrit toujours avec l'histoire. Oui, mais ce sont des rapports différents peut-être, non, à l'histoire? Parce que quand même, par exemple, la réactivation, elle se pose dans le cadre de votre métier. Elle ne se pose absolument pas pour un peintre, par exemple. Enfin, ou elle ne se pose pas du tout de la même manière pour un architecte. Il ne se pose pas de la même manière, ça c'est voilà, clair. Si vous étudiez l'architecture étrusque, vous n'êtes pas supposé la réactiver. Mais la question de la réactivation, il me semble, c'est quand même une singularité dans votre approche de l'histoire. Il y a des choses,
il y a aussi Gerhard Unger qui a dit ça dans son première séance. Il y a des choses qui ont existé déjà depuis très longtemps. Et des fois, on le découvre plus tard que ça était déjà là. Mais ça fait partie aussi de comment on crée et comment on est conscient de certaines choses à un certain moment. Et j'aimerais rebondir aussi là-dessus, sur cette histoire qui... donc on a beaucoup parlé du passé, justement pour l'histoire, mais cette histoire, on va dire que demain, enfin, ce qu'on crée aujourd'hui, c'est l'histoire de demain. Donc est-ce qu'aujourd'hui, vous avez justement en tête des idées pour là, créer cette histoire ou l'apporter, on va dire, en la démocratisant hors du contexte du design graphique, enfin, je veux dire, de l'univers du design, que ce soit un contexte qui s'adresse à tout le monde. Just to give one other example of a project that we did with students when I was at the London College of Communication, running the MA in Design, Writing, Criticism. We worked with British Telecom, BT, which is the big national company for communications in the UK. And one of the things that we did is we were invited into their archive with a group of students who were practitioner historians. And we allowed them to, in a sense, have their dérive, their psychogeography of the back rooms of a major collection on communications, which housed photographs, objects, advertising campaigns, posters, you name it, they had that in the collection. With a view that the archive itself was a prompt for a sense of self-discovery in terms of who they are, the context in which they're actually operating, but more importantly, how they could take the findings of the work that they were engaging with in the collection and move it into the future. And that particular aspect of taking writing, and coming back to some of the things that Alice was saying earlier, and particularly, I like your idea of the concentric circles, how would you then communicate your aspirations, drawing upon history, to a wider audience? And that resulted in an exhibition and a book publication that was sent throughout the corporation, so people going about their daily lives, the general public, as it were, working for BT, but also to the design community, and then them all coming together through an exhibition space. So I think right there, in terms of some of the understandings of positioning the self as a designer in relationship to history, but not dwelling on it as a nostalgia, but rather looking at it as a prompt for thinking about the future is incredibly important. So that's one example, I think, of what you might be talking about. Merci. D'autres questions? Bonjour, merci beaucoup pour toutes vos interventions, c'était passionnant. Donc moi, ce serait autant une question qu'un témoignage. J'enseigne l'histoire de l'art depuis... Plus par là ? D'accord. Donc j'enseigne l'histoire de l'art dans plusieurs universités, mais aussi BTS de communication visuelle. Du jour au lendemain, on nous a dit, écoutez, vous, professeur d'histoire de l'art, vous n'allez plus enseigner l'histoire de l'art, mais l'histoire du design graphique. Donc en gros, on a eu un été, à peu près, pour se préparer à l'enseignement de l'histoire du design graphique, alors que nous étions des historiens d'art. Lorsqu'on applique nos propres modèles d'histoire de l'art à l'histoire du design graphique, on se rend compte que ça ne marche pas du tout, parce qu'effectivement, en histoire de l'art, on étudie ça par rapport au canon, par rapport à l'unique, par rapport au modèle, par rapport au chef-d'œuvre, par rapport au musée. Donc, moi, personnellement, je m'en suis sortie parce que j'ai travaillé très longtemps dans le livre ancien, donc je maîtrise les pratiques un peu de typographie. Je connais très bien les années 30, notamment le langage publicitaire. J'ai une formation d'historienne qui m'amène à contextualiser. Et tout ça, effectivement, ça m'a aidé à cerner le design graphique d'une manière que l'histoire de l'art ne m'aurait jamais permis d'aborder.
Donc ça, c'est un point qui est... Enfin, que moi, j'étais ravie de découvrir tout ça, mais j'ai trouvé que c'était très dur d'être quasiment propulsé du jour au lendemain à devoir enseigner une discipline pour lesquelles nous n'avons... j'ai un peu honte de dire ça, mais peut-être pour certains, peu de pratique. Et il y a un enjeu fondamental, effectivement, pour les étudiants. Donc, ce que j'ai trouvé après, c'est qu'on a effectivement un champ, vous parliez de l'étude du design graphique pour la génération qui arrive. Donc là, on a toute une génération effectivement de gens qui sont davantage formés, bien évidemment, au web qu'au print, et qui se trouvent absolument passionnés par ces BTS qui s'appellent maintenant BTS design graphique, et qui s'intéressent à la création d'images plastiques, analogiques et effectivement numériques. Et quand on creuse un peu les choses et qu'on travaille comme on est obligé de le faire en équipe avec les autres membres effectivement du collectif et de l'équipe enseignante, on se rend compte que le design graphique, c'est-à-dire les raisons et les causes de la forme effectivement de la lettre, eh bien il est absolument partout. Il peut très bien être dans le motion design, il peut être effectivement dans le langage publicitaire, il peut être dans la mise en page des magazines, il peut être même dans le jeu vidéo, à la rigueur, donc puisqu'on regarde tout ça, et que c'est tout ce champ qui est très vaste, effectivement, qu'il faut développer, et qu'on essaye de développer grâce à des livres, les premiers livres en français, ce sont ceux de Vaslikov et de Roxane Jubert, qui sont des... moi j'ai commencé par ceux-là, parce qu'effectivement, c'était les premiers qui étaient accessibles, et ensuite on découvre tout le reste, des intervenants de ceux qui sont là, une bibliographie qui est principalement en langue anglaise, et qu'on doit diffuser. Donc mes questions, c'est effectivement, est-ce que vous avez, vous aussi, des pistes, des conseils pour transmettre au mieux cette discipline qui est, pour moi, fondamentale, passionnante, et qui est un véritable marqueur de civilisation et qui aide aussi, nous, en tant que consommateurs, à se transformer en citoyens grâce à l'incursion du design graphique dans l'espace public. Là, tout le monde se regarde et vous voulez une bibliographie? Si je peux me permettre en une phrase d'apporter une petite réponse, c'est on peut se féliciter aussi des vertus, je pense, du design graphique qui nous permet de faire une histoire de l'art un peu moins mesquine. Et c'est ça, je crois, qui est très très stimulant dans le design graphique, je pense. Mais voilà, je voulais juste... Depuis, bien sûr, j'ai trouvé bibliographie, j'ai trouvé catalogue, j'ai trouvé... on sait comment travailler, donc ce dont on a parlé, tous les imprimeurs, les auteurs, maintenant je connais un petit peu. Mais je voulais juste souligner ce point aussi, peut-être dans l'éducation française, dans le privé, qui fait que parfois, là, nous, on s'est retrouvés, je pense qu'on est toute une génération, en 1 an, 2 ans, à avoir dû faire le link entre une matière et une autre, de façon assez abrupte, parfois, pour certains. Et on remarque cette formidable réactivité et interprétation concentrique du design graphique. Ici. Juste, je voulais préciser que le dernier témoignage venait d'un enseignant qui enseigne à l'université de Tours et qui inclut, donc Benoît Buquet, inclut le design graphique dans le champ de l'histoire de l'art et donc travaille sur ces 2 domaines sans frontières. Voilà, donc je voulais apporter cette précision pour dire qu'en effet aujourd'hui il y a des enseignants qui ne font pas de différence majeure. Mais je voudrais simplement préciser que les effets de frontières, dont nous sommes tout à fait d'accord depuis 2 jours, à dire qu'en France en particulier, ils sont très forts et très problématiques pour faire du design graphique et de l'histoire du design graphique un vrai champ historique.
ces effets de frontières sont forts partout. Bon, je rappelle juste que, par exemple, dans l'enseignement secondaire, on demande aux professeurs d'histoire de faire les cours d'histoire de l'art. Enfin bon, là, il y a un problème. L'élément non seulement de l'inscription, de l'écriture, mais également l'élément de la figure n'est pas pris en compte dans l'enseignement secondaire, par exemple. Hein. Les historiens, les profs d'histoire ne sont pas formés non plus pour faire de l'histoire de l'art, etc. Mais je dirais que les effets de frontière, on les trouve à l'intérieur du champ de l'art. Par exemple, je reviens sur l'exemple de Richard Hamilton. Il se trouve que vers 92-93, on avait invité à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux Richard Hamilton à faire une grande conférence dans le grand amphi qui était bondé. On était très excités de recevoir celui que Michel Afesbero, que beaucoup d'entre vous connaissent, merveilleux graphiste et artiste, avait appelé le pape du pop. Donc l'amphi était blindé. Et Hamilton nous a fait une conférence absolument éblouissante de 3h30 avec une générosité folle. Et à la grande surprise des étudiants tétanisés, il leur a dit « Mais enfin, travailler sur Braun, sur le merveilleux matériel dessiné par Dieter Rams, c'est là que sont les gisements, les ressources de votre travail. » Et tout le monde est resté pétrifié. Enfin, les étudiants sont restés pétrifiés. C'était ça qui était très intéressant, parce que là, il y avait une frontière dans les têtes qui fait qu'ils avaient beaucoup de mal à accepter l'idée que cette figure qu'on leur annonçait comme mythique, pop, etc., l'ami Duchamp, celui qui avait refait le grand verre, leur disait « étudiez Dieter Rams, ça c'est un maître ». Donc ça, je pense que ces effets de frontières, j'étais ravie d'entendre Alice Wemlow parler justement du rôle, de l'implication profonde de Hamilton dans cette scène, à ce moment très précis, à la fois de l'histoire du design et de la social culture history anglaise avec la figure de Richard Hogarth, parce que c'est précisément là qu'une pertinence dans le champ de l'art se construit. Et je pense que là, ces frontières, on les trimballe en nous, mais je pense aussi que les graphistes trimballent aussi dans leur tête des frontières. Ça, je crois qu'il n'y a pas de privilège des uns et des autres. Je pense que par ailleurs, les institutions en France n'aident pas au court-circuit, n'aident pas à l'invention et à l'invention institutionnelle, mais je veux dire que ces frontières, on les a là. Tout le monde les a là. We're not very good at short questions here, are we? No, it's fine. It's interesting. I would just perhaps just make a little comment about this word has been coming up a lot, this legitimization. Putting up the walls, this comparing of art history and design history and graphic design history. I don't know, I guess I'm just not so stressed out about that. I really am not. I think that just use graphic design as a way in. It's such a rich medium. It's all around us. It's everywhere. It's, you use it as a doorway into history. You tell stories about people and life and things that happen. You don't have to focus, I think, like, oh, they must all know about kerning. I just think we should have more fun with graphic design history, basically. I think I just want to say as well that when you're talking about the British context and even the American context, that design history has a little bit of a longer run-in than graphic design. But I'm absolutely with Alice on this one. I think what's interesting about graphic design is that it has its roots in the graphic arts and in printing. And it brings those two very rich traditions to what we understand graphic design to be today. And I think we shouldn't negate that as an opportunity. We should celebrate that. And that's one of the things that I really liked about all the speakers and the curation of these 2 days, is that it is saying there's a diversity here and that we should move forward with that and not become something that's so myopic that we lose sight of what's really valuable to us as either practitioners or historians or art historians, whatever we call ourselves. There's still value in terms of those intersections coming together. Just one more question, if you don't mind. I would like to go back to Ms. Trigg's intervention just 5 minutes ago about the BT. Maybe I misunderstood your words, but you said that the students were supposed to, explore the archive and then get lost, so to speak, in order to find out who they are?
To provide a context, so the archive, and I'm sorry, I'm talking in very short terms. It was a year-long project, so obviously a lot was So happening. the students were supposed to find their own angle? They found their own angle through the material, so we didn't go in and put up the borders. We didn't prescribe the parameters of what it was that they wanted to look at, but we allowed them the opportunity to move through the collection, and things that resonated with them became the prompts then for their research and then focusing down. So part of it was research methods, so learning how to develop research questions, how you then find the right method to move through the material, then what the material itself says and so forth, coming out with an outcome at the end. But the importance of that was it was not only a visual outcome, or we even had sound and projects as well, but that critical writing played a crucial part into that. So it was bringing together image and text, just like graphic design does. Okay, thank you for making this clear. Yes. Sorry for Thank making it, you. my shortcut there. I sent my students deliberately into archives and tried to stimulate them to make use of that. It's not a must, but we've just finished a project, an exhibition, Vom Buch auf die Straße, which deals with big letters. And a lot of them wouldn't have done it if this project was not going. So they went in archives. Could be anything, print, photography, as long as the topic had to do with letters and communication. And not for all of them, but for a lot, it brings them further. It makes their own horizon richer. And there are a lot of ingredients suddenly, a lot more than they thought before, to look at, to study further on. So my experience is that indeed the history of certain things can make you richer. I don't think I have to legitimize that. The archives are there, and it's stupid not to use them. Quant à moi, je voudrais peut-être parler du point de vue d'une historienne de l'architecture. Et en fait, dans les écoles d'architecture en France, le champ disciplinaire dans lequel j'enseigne, c'est histoire et culture architecturale. Et je trouve que cet intitulé est assez commode, puisque justement, quand on parle de culture architecturale, ça donne la liberté d'inclure aussi une réflexion sur le design graphique, d'une certaine façon, et de montrer combien les architectes ont été très, très attentifs à tous les produits de communication. Catherine de Smet l'a montré remarquablement bien en étudiant Le Corbusier avec sa production d'ouvrages, mais il n'a pas été le seul, et je pense que du côté des architectes, c'est très intéressant d'étudier comment les autres architectes ont pensé à leur communication, soit sous forme d'exposition, soit sous forme d'ouvrages. Et bien sûr, les revues d'architecture sont pour nous, les historiens de la culture architecturale, un des outils principaux donc d'études de l'histoire. C'est la source première principale. Voilà. C'était pas forcément, il n'y a pas de question, c'était plutôt une remarque. Et peut-être... Il y a une réponse là. There was some talk earlier of democratization, which means essentially spreading the word. And what has always amazed me and surprised me is how limited the views of many historians are. For example, when I studied Romanesque inscriptions, I had to go into paleography and into epigraphy. And after a while, I began to sense something, and the first thing I always did was go to the back of the books and to the bibliographies
And I found they didn't read each other's books. And another thing is that when I asked art historians who specialized in the Middle Ages about inscriptions, they said, inscriptions? And one of my stories is that I once spoke to a group of Dutch art historians who were about to depart for Rome. And I told them, when you come to the Trajan column, don't forget to look at the famous inscription. And of course they said, what, is there an inscription on the thing? And when you talk with typographers who know all about Roman capitals, Roman imperial capitals, and you say to them, when you go to Rome and come to the Trajan column, don't forget to look at the magnificent sculpture above the inscription. And then they say, what, is there more? So if we can tear down these barriers, I think we have already done quite a lot in the way of democratization. Many years ago, when I was in Japan, I happened to go to the TED conference in Kobe. And this was a time when Stephen Jobs had left Apple, John Scully was there, and they had just come out with the Newton, brand new. And the stage was just all technology. And of course, when the poor, I forget the man's name, he had to come on stage, and John Scully was on television, 8 hours behind the time, or 12 hours behind. And Newton didn't work. And to compare this with another speaker was Charles Correa, great architect. Charles Correa comes out on stage, and he wheels out a little old overhead projector with one piece of paper and a pencil. And he drew 3 lines. He drew a very light line, or a dotted line, then he drew a solid line, and then a heavy line. And he said, basically, it was about how you make a decision. And you have to become passionate about your decisions. And he says, normally if you're putting on a pair of socks, we only go so deep within our spirit. Secondly, if you come, what you're going to feed your baby today, the decision goes a little bit deeper. Then, do I stop at a stop sign? It goes really deep. He said, what you have to learn is that when you teach, you have to tell students that they have to learn to make decisions with great responsibility and great passion, so it goes deeper. So I think part of this is that part of the education process is really getting students passionate about what they're doing. And when I was in Korea in the mid-90s, anybody with any disability, they were not well taken care of within society. So the projects I ran at Samsung was designing a wheelchair and also designing a guide dog harness. Because in Asia, form is everything. I mean, where you sit at the table, that's form. If you sit in the middle, you're an important person. If you sit on the edges, so form is a description of the importance of everything. So in the classes I taught, I tried to shift this, because people that can't see a guide dog harness don't see the form. But they rely on the usefulness and how that actually feeds back into society to improving society. And it made these people shift their focus from what would be considered the average way of teaching industrial design to something that would really make them passionate about it. And I think that it's hard to do, but you have to find a way to, this is really getting to the teaching issue too, find a way of developing a passion within the students to really dive deeper and deeper and deeper with greater responsibility and respect for what they're working on. So that's my feelings.
Moi, j'aurais une question. Il n'y a pas de questions dans la salle. J'avais envie d'adresser une question à tous les participants à la suite de l'intervention de Rémi Jiménez, qui a montré un exemple avec cette base de données d'un outil pour l'historien qui peut modifier le cours des recherches, en tout cas les accélérer, les faciliter et sans doute transformer des choses. Est-ce que d'autres parmi vous tous avez eu l'occasion de travailler avec des outils qui transforment votre manière de faire vos recherches, leur avancement, ou si ce n'est pas une expérience que vous avez déjà, est-ce que vous entrevoyez est-ce que c'est une perspective pour vous? I think I can speak for all of us. Yes, the fact that you can scan on digitally on the net where certain titles are in certain archives, that speeded up a lot. Thank God. Je pensais particulièrement aux bases de données. One and a half years ago, I pick off this thing. I hear myself. 1.5 years ago, I wanted to go to the Bibliothèque Nationale here in Paris to see a wonderful manuscript, the Bible, the second Bible of Charles the Bald. And I was told I could find it online, beautifully digitized. And I did. I looked through it, and I sent another message to the Bibliothèque Nationale. It's wonderful. This is a great invention. It has helped me a lot, but it's not the real thing. And the next thing that happened was that they invited me to come over and indeed inspect the real document, which was a totally different experience, completely different. So though these databases, for example, when it comes to inscriptions, Deutsche Inschriften, German inscriptions, is a great help. That's a wonderful tool. And in England, they're doing something about it. Not yet in France, as far as I know. And here you have to rely, as in England and in Germany, by the way, on printed material. But there's lots of that. But if you can get to the real objects, that's always the best. Je crois qu'on pourrait rajouter que, par exemple, la très belle exposition sur la fiche politique faite à la BDIC par Valérie Thénière et Béatrice Frankel a commencé parce que, enfin, elles en ont eu l'idée parce qu'en travaillant sur les affiches de la commune, justement en ayant entre les mains le matériau lui-même, les affiches, elles ont retourné les affiches et elles ont vu derrière une quantité d'inscriptions manuscrites qui portaient précisément la trace de tout le réseau des afficheurs avec les heures de passage, les lieux où les affichages devaient se faire, etc. Donc c'est juste, je rebondis sur ce que vient de dire Gérard Unger. Effectivement, ça ne remplace jamais le contact, toujours surprenant, avec la chose même. Cela étant, la construction des outils numériques est absolument incontournable. I don't have something to add about databases specifically, but just a few things I would love. I do a lot of interviewing for my main method for collecting historical material is interviewing. And actually, I don't know if Rick Poynter's here, but when I got back, his recording was 6 hours long. Okay, so the thing I want to have happen is a much better online, transcription service. I think we could all benefit from that. I spend hours on these things, and you always, you're supposed to do it. You're supposed to zoom in on the stuff that's really important, but you always think you're going to miss something incredibly important. So that's what I want the most.
D'autres questions, d'autres suggestions? Ça. Pour ma part, qui ne suis pas une spécialiste du design graphique, j'aimerais bien que dans ce champ-là, les personnes qui sont en charge, qui montent des programmes, j'aimerais bien qu'ils mettent en place peut-être une série de peut-être d'entretiens filmés où les personnes qui sont réellement des designers pourraient expliquer leur technique de façon très précise. Là encore, peut-être pour constituer des archives pour le futur, ou des personnes qui travaillaient sur des méthodes avec des outils dans les années 60. Pour quelqu'un qui n'est pas spécifiquement du champ, c'est assez compliqué. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre intervention, celle de Rémi Gimnès, qui expliquait exactement de façon très méthodique des outils pour comprendre quand on n'est pas spécifiquement de la partie. Et j'aimerais bien donc qu'il y ait beaucoup plus comme ça de vraiment des éléments concernant la fabrique, puisque les outils technologiques changent beaucoup et la façon dont on faisait des livres en 1970 n'est plus du tout la même aujourd'hui. Et les outils technologiques se sont transformés. On n'utilise plus le Polaroid comme on l'utilisait dans les années 70. On n'utilise plus les machines électriques qui permettaient une certaine mise en page. C'était donc là, au moment en 70, une révolution technologique, déjà. Mais en 65, on faisait autrement. En 60, on faisait autrement. Et moi, j'aimerais... Donc, il y a des évolutions très rapides, tous les 5 ans, tous les 10 ans, même plus. Et j'aimerais bien que cette histoire récente, très récente, soit peut-être documentée de façon beaucoup plus précise, en nommant les actions qui sont... en nommant les gestes. Parce que là, je pense qu'il y a une vraie transmission d'un champ disciplinaire très spécifique avec des codes vers un public qui est beaucoup plus profane et même cultivé mais profane et qui ne connaît pas justement ce que c'est vraiment la photocomposition, ce que c'est... Enfin, tous ces changements, vous les connaissez, mais nous, on ne les connaît pas. Je voudrais surenchérir un peu. C'est vrai qu'on entend beaucoup, moi donc, je suis extérieur au monde du design graphique, et dans les journées auxquelles je participe, j'entends souvent les designers commenter les formes, parler de leur démarche intellectuelle et effectivement rarement parler des techniques et des outils utilisés. Je voudrais simplement vous inviter à une lecture, je sais la pause publicitaire. Alan Marshall a publié récemment un article dans les actes du colloque qui s'appelait 50 ans d'histoire du livre, qui est justement un colloque d'historiographie sur l'histoire du livre en France. Et Alan Marshall, donc directeur du musée de l'imprimerie à Lyon, a fait un article dans lequel il explique que on connaît très très bien l'histoire des techniques typographiques jusqu'au milieu du 19e siècle, et qu'après, c'est le vide interstellaire, il y a très peu d'éléments clairs disponibles pour le grand public, encore moins, mais même pour les chercheurs spécialisés. Et il déplorait ainsi cette espèce de vide historiographique. Donc voilà, vous n'êtes pas la seule à avoir ces préoccupations. Si je peux donner une réponse en tant qu'enseignant, c'est que tout ce processus-là, on l'enseigne sur 3, 4 ou 5 ans dans les écoles. Donc, parce qu'on apprend en faisant. Voilà. Oui, mais vous n'apprenez pas forcément des techniques de 1965. D'accord. Et on compare avec ce qu'on fait aujourd'hui. Mais on ne peut pas résumer tout ça dans un film ou une vidéo d'une heure. Oui. Ça ne se ferait jamais. C'est comme apprendre à faire de la mécanique sur une machine à outils métal. Oui, mais
Ça pose peut-être le problème, on peut peut-être poser le problème autrement, c'est que dans la constitution des bases, le problème clé, c'est l'index. On est bien d'accord. C'est-à-dire que la question là, c'est celle de l'indexation. Il est évident, en écoutant ce que disait Rémi Jiménez, bon, par exemple, voilà, j'étais très surprise, effectivement, que les bandeaux, etc., apparaissent de manière programmatique comme un moyen de revisiter l'histoire du livre justement dans le fait qu'il n'est pas homogène. C'est ça qui est intéressant, c'est un espace de remploi, de recyclage, de migration des motifs, de migration des fontes, etc. Bon. Donc on comprend très bien que stratégiquement, faire un répertoire des bandeaux, etc., est fondamental. Mais le problème, c'est que si vous ne connaissez pas du tout l'histoire du livre à la Renaissance, vous ne savez pas pourquoi c'est fondamental. Donc là, je dirais que c'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire que pour construire une histoire technologique, il faut déjà avoir les catégories, il faut les travailler en amont, et toute la difficulté, elle est là. C'est une question. C'est pas une question, mais c'est une remarque à Madame, quand vous avez dit que, en plus de faire des bases de données graphiques, il faudrait aussi que les graphistes expliquent leur technique pour réaliser des affiches ou des choses comme ça. Est-ce que ça reviendrait pas à, par exemple, est-ce qu'on demande à un magicien comment il a fait son tour de magie? Ou est-ce qu'on explique les techniques? Est-ce que vous pensez que c'est indispensable ou... Non, mais c'est pas méchant. Le monsieur. Oui, et pour compléter sur notre registre, c'est que on ne fait pas l'histoire de l'imprimerie, là. C'est-à-dire que les designers, tout de suite, on parle de la technique qu'ils emploient, mais ce ne sont pas des imprimeurs. Ah voilà, c'est intéressant. Je veux dire, si on demande aux architectes quels sont les outils qu'ils utilisent, on va pas leur demander la technique du béton armé, la construction. Au contraire, là vous vous trompez complètement, parce que ce qu'il y a de plus intéressant dans l'histoire de l'architecture aujourd'hui, c'est une histoire des principes constructifs et des matériaux de construction et des problématiques de construction. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de réécrire totalement l'histoire de l'architecture, y compris de la Renaissance, grâce à une approche beaucoup plus matérialiste et technique. Oui, mais les outils ou les techniques du projet ne sont pas forcément des techniques industrielles d'impression. Je veux dire, c'est pas ça dépend qu'est-ce que vous cherchez là. C'est juste assez étonnant de dériver rapidement sur la photocomposition, sur les techniques d'imprimerie. Là, je crois qu'il y a un vrai point de débat, parce que pourquoi mépriser ce que vous appelez la technique? Je ne méprise pas du tout. Simplement, c'est comme quand on assimile le design graphique à la typographie, ce qui s'est produit à plusieurs reprises dans la journée. Et effectivement, c'est rassurant. On va faire l'histoire de l'imprimerie, on va faire l'histoire de la typographie. Ça n'est pas faire l'histoire du design graphique, ni des problématiques qu'il soulève. Voilà. Et qui ne résolvent pas à des questions de technique de reproduction ou d'impression. Moi, c'était très naïvement, du coup, est-ce que vous pensez qu'il faut dire comment on fait une affiche? Enfin, avec quel... Ça serait bien à chaque fois de le documenter? Ou non, au-delà d'une affiche ou un livre Simplement, là, moi, je suis totalement incompétente en matière de graphisme, mais simplement, du point de vue de la technique, enfin, alors là, pour le coup, on voit très bien tout ce que l'anthropologie des techniques a permis de transformer, et dans l'anthropologie, mais également dans le discours sur les arts. Là, je pense qu'il faut être précis sur ce qu'on appelle la technique. C'est pas les recettes. Il ne s'agit pas de parler de recettes, ce serait pas intéressant. C'est comme, si vous voulez, les gens qui vous expliquent que Léonard de Vinci, c'est une couche de ci, une couche de ça, c'est pas intéressant. En revanche, il est évident que c'est une certaine manière d'appréhender les techniques vous permet absolument de comprendre ce que voulait dire, par exemple, le temps de séchage. Qu'est-ce que ça signifiait que de faire une fresque en tant de temps, d'avoir des temps de séchage particuliers, etc. Là, ça devient intéressant. Et je vous rappelle que, par exemple, moi-même hier, en ouvrant le colloque, hier, je précisais à quel point l'histoire de l'art en France est particulièrement aveugle à ces questions. Je rappelle juste que, par exemple, l'école viennoise d'histoire de l'art, à partir de 1900, a proposé une approche absolument renouvelée, une anthropologie de l'art renouvelée radicalement de fond en comble, à partir d'une analyse des techniques. J'en profite aussi pour faire un peu de publicité. Après tout, on vient de publier un très grand classique de ce point de vue fondamental d'Alois Riegel, qui s'appelle « L'industrie artistique romaine tardive ». Il y a avant et après ce livre dans l'histoire de l'art,
sauf en France, qui est une approche totale, une approche globale de la culture antique à partir de ce que Riegel baptise audacieusement en 1902 l'industrie artistique. Donc là, je pense qu'il faut bien voir que, et quand je dis l'industrie artistique, ça veut dire qu'il ne s'arrête pas, évidemment, comme son titre l'indique, en effet, il ne s'arrête pas à la sculpture antique, par exemple, ou aux fresques antiques, il va d'une échelle à l'autre, de la forme d'un ceinturon en métal jusqu'à l'organisation d'un quartier, d'une ville. Précisément, il va saisir ce qu'il appelle l'industrie artistique dans laquelle quelque chose que nous, modernes, nous appelons l'art, émerge. Bon. Et donc, je crois que là, c'est bien la question de la technique qui est cruciale à travailler. La technique, c'est pas des recettes, c'est même pas on sait comment ça se fait, on se fabrique ça, c'est pas des recettes de fabrication. Il faut avoir peut-être une vue beaucoup plus large de la technique, comme précisément ce dans quoi, d'ailleurs, un sujet est pris, etc. Je pensais à un travail dont j'avais entendu le descriptif le 18 septembre. Je crois que c'est Alice Savoie qui travaillait, par exemple, sur la manière dont il était possible de repenser la place du dessinateur de caractère à l'occasion d'une transformation technologique, du passage à la photocomposition. Pour moi, ce genre de problématique que je trouve passionnante, c'est justement parce qu'elle vous oblige à repenser la technique comme quelque chose de beaucoup plus large, au sens de Gilbert Simondon, dans quoi est précisément quelque chose que nous appelons l'art, ou quelque chose que nous appelons l'auteur, une intention peut se faire jour. Vous voyez, donc tout dépend de ce que vous appelez la technique. Effectivement, si c'est les recettes, c'est pas intéressant. C'est bien là-dessus que j'intervenais en disant que voilà. Peut-être que l'histoire des techniques, du rapport du design graphique à la technique du projet, parce que c'était ça un peu la question, c'est comment travaillent les designers. Si on demande aux designers de parler, c'est comment ils travaillent, donc quelles sont effectivement les techniques, mais peut-être de projetation. Oui, mais c'est pour ça que la question des index, elle est capitale, parce que où vous faites, si vous voulez, je pense qu'on est quand même le pays de Leroy-Gourhan, d'Audricourt, de Simondon, et on a des moyens de penser la technique bien au-delà de la simple recette. Et ce qui me paraît un moyen de renouveler, justement, la réflexion dans le cadre du design en général et du design graphique en particulier, enfin, il me semble. Moi, je pensais à une seule référence, mais par exemple, par rapport au travail de Richard Hamilton, la publication des scrapbooks de Eduardo Paolozzi sont formidables parce que, du coup, on voit la façon dont il collecte pendant des mois et des années les publicités dans les magazines. Bon, ça, c'est une piste pour comprendre le travail des gens qui travaillent avec lui. Donc, bon, ça, c'est une piste qui montre la conception. Donc, quand je parle de fabrication, c'est pas forcément l'outil technologique, etc. Je parle donner de la conception, et je parle d'une façon historique. Je ne demande pas aux graphistes contemporains de donner leurs outils. Je parle en tant qu'historienne sur des techniques des années 50, parce que je pense que ça fait partie d'histoire. Les colles particulières, les scotch, les outils employés, les floppen, etc., qui apparaissent à un certain moment dans le graphisme et qui disparaissent par la suite. C'est des outils historiques, ça, qui disparaissent. Et je pense que les historiens doivent s'emparer ou doivent décrire ces outils. C'est le rôle de l'historien de le faire. Juste pour la question des techniques, en fait, elle est liée au geste. C'est-à-dire qu'on dit comment faire quelque chose pour, je dirais, gagner du temps, en quelque sorte. Si on filmait quelqu'un pour savoir comment il faisait, ce serait pour gagner du temps. En fait, il y a quelque chose qui n'est pas bien compris là-dedans. C'est que s'intéresser aux techniques, c'est s'intéresser aux gestes. Le geste demande du temps, donc c'est s'intéresser au temps qu'il faut pour faire les choses. Et le geste pense à ce moment-là. Et donc, si on veut s'intéresser aux techniques, c'est qu'on veut s'intéresser aux gestes qui pensent. Évidemment, le magicien, quand il fait son tour, il va nous faire croire, en plus, si on ne sait pas tout le travail que ça lui a demandé, il va nous faire croire que ça n'a pas demandé de travail. C'est tout le travail du magicien, c'est de dire qu'il ne s'est rien passé. Non. C'est beau,
c'est aussi le travail que nous, on peut faire. C'est-à-dire que c'est souvent ce qu'on essaye de faire, dans le fond. C'est que tout le temps que ça nous a demandé, par geste, par pensée, on essaye à un moment donné, on sait que ça a demandé des efforts. Et parfois, dans le travail, ça se voit. Et souvent, on essaye de travailler encore un tout petit peu plus, par élégance peut-être, pour essayer d'effacer cette chose-là. Que personne ne le voit et prenne simplement le travail comme on a fait, qu'on a fait comme une simplicité. Il n'est pas forcément mauvais, je trouve, de s'intéresser et de filmer aux gestes des autres pour essayer de saisir, pas effectivement des recettes, pour essayer de saisir une essence. Il y a des gens qui ont essayé de le faire. Alors, ils ne l'ont pas fait de façon, je dirais, analytique. Mais si on prend quelqu'un comme Alain Cavalier, qui a fait des portraits de femmes au travail, bien sûr qu'il nous donne des informations sur ce qu'elles font exactement. Une dame qui est en train de teindre du fil, une matelassière, quelqu'un qui fait une orangère, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des petites fleurs d'oranger en tissu. On apprend des choses sur ces métiers qui disparaissent, enfin qui ont peut-être disparu déjà, mais on apprend aussi ce que c'est que la vie de quelqu'un à travers ces gestes. Et donc c'est cela qu'on essaye aussi, j'imagine, de retranscrire quand on s'intéresse aux techniques. Je voudrais rajouter un mot sur cette question des gestes et de l'importance du geste pour l'interprétation historique, en rappelant, je reste collé bêtement à la lettre, mais qu'en paléographie, un monsieur comme Jean Malon, qui est le rénovateur de la paléographie, c'est un paléographe des écritures romaines, paléographie latine, donc a théorisé en fait ce qu'il appelle le ductus, donc le mouvement, la suite, la succession des traits, ce qui lui a permis en fait de comprendre l'évolution des écritures. Et sans passer par l'analyse du geste, sans passer par l'analyse des outils, est-ce qu'on a une pointe, est-ce qu'on a une plume souple, est-ce qu'on a une lume à bec plat ou pas, etc. On comprend pas la forme de la lettre. Ce qui a permis en fait le travail de Malon, ce qui a permis à Cassandre, qui a travaillé avec Malon, d'imaginer de nouveaux alphabets. Et peut-être on peut aussi fermer la boucle parce que quelque part on documente les choses. Et on peut peut-être aussi dire n'importe quel historien, il documente aussi les choses, il inscrit les choses et chacun peut avoir après sa spécialité. Et toutes les gens qui sont curieux, ils peuvent regarder cette documentation. Alors il faut qu'il existe. Hein. Et après, il y a plusieurs façons de le faire. Je pense que ça dépend beaucoup de chaque sujet, de chaque matière. Il y a des matières qui sont plus difficiles, d'autres peut-être plus évidentes à transmettre, à documenter. Mais c'est vrai, on est aussi aujourd'hui dans une ère de la dématérialisation. Et c'est vrai aussi qu'avec ça, beaucoup des étapes qui étaient avant, qu'on pourrait suivre quelque part physiquement ou visuellement, ils disparaissent dans la machine. Et peut-être c'est aussi pour ça, dans la pratique par exemple de l'enseignement, qu'on est assez critique aussi avec les outils entre guillemets modernes et sophistiqués, parce qu'elles sautent quelques étapes qu'un papier, un crayon nous fait de nouveau visible. Et si on devrait vous expliquer quelque chose, ça sera peut-être plus facile de vous faire une esquisse sur le papier avec un crayon, un truc qu'on a déjà depuis très très longtemps, que d'utiliser toute technologie le plus sophistiquée. In many ways, the history of design has to do directly with the history of technology and even with the history of communication. When I take a few big steps through the history, from the woodcut to the wood engraving, to the reproduced photograph, to the popularized moving image, now in YouTube, that is a huge development, has changed the field completely. And there are more big technological changes, for example, from letterpress to offset, that changed poster design fundamentally. And there are many cases like this, so I think you can hardly separate the two.
Tout le monde est épuisé par ces 2 journées très intenses. En plus, il fait quand même une chaleur de serre, il faut bien le dire. On a l'impression d'être des plantes vertes un peu surchauffées. Donc, il nous reste à remercier les participants et, si vous me permettez, à remercier aussi celles et ceux qui ont organisé, Catherine De Smet, Véronique Marié, Marc Sanchez, qui ont organisé merveilleusement ces 2 journées. Et merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Patricia.